Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir. Permettez-moi, en ce début d'émission de Haïti littéraire à l'antenne, de vous adresser mes vœux les plus chaleureux, des vœux de santé, de bonheur, de prospérité, surtout de santé. Que 2006 soit pour vous une année lumineuse, rayonnante, tissée de santé florissante, de bonheur rayonnant et de prospérité abondante. Que chacun de vous trouve les clés de son épanouissement personnel et que notre communauté haïtienne de France continue de briller comme un phare dans la diversité culturelle et qui fait la richesse de ce pays. Pour inaugurer cette nouvelle année, en 2006, Haïti littéraire à l'antenne a choisi de placer la barre haute en commençant par ce qui nourrit l'âme, la poésie et les nouvelles littéraires. Dans quelques instants, vous allez faire connaissance avec un jeune compatriote qui écrit depuis toujours. Il a vécu en Haïti et il est venu en France, comme beaucoup de compatriotes, pour faire ses études. Et il est dans l'actualité littéraire car il vient de publier des nouvelles. Et tout à l'heure, il va nous dire la différence entre un roman et des nouvelles. Il s'appelle Soukano Gabriel. Il est de Berladère en Haïti. Et Berladère, c'est la dernière ville construite en Haïti par le président Dumassé estimé. C'est une très belle ville qui est sur la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Notre invité Soukano Gabriel est de Berladère. Et notre invité incarne aussi la jeunesse vibrante de la littérature haïtienne contemporaine, car il est né en 1988, il est très jeune, mais il a une plume affûtée et beaucoup d'imagination, comme la plupart des écrivains haïtiens. Le lire, c'est un voyage infiniment intéressant. Et Soukano Gabriel, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Nous allons causer littérature, nous allons causer la poésie, car mon invité est l'auteur de 2 livres. Son premier livre, comme la plupart des écrivains haïtiens, évidemment, c'est un recueil de poésie intitulé L'antre de l'ombre. Et son dernier livre, publié l'ex-édition, c'est Port-au-Prince de souffle et de sang. On ne peut pas mieux faire dans l'actualité. Et Soukano Gabriel, ma première question est: quelle est donc la différence entre un roman et des nouvelles ? Tout d'abord, je tiens à te remercier pour ton invitation. Merci, ça me fait vraiment très plaisir de venir à ton émission. Merci aussi pour cette belle introduction. Je tiens à saluer tout d'abord les téléspectateurs et les téléspectatrices qui regardent religieusement ce rendez-vous. Donc, pour répondre à cette question, la nouvelle, c'est, on va dire, un format très court qui permet d'aller droit au but, qui permet de raconter une histoire un peu dans l'urgence. Sans digression. Et sans digression, oui, et aussi un petit peu dans l'urgence. Dans une nouvelle, on a très peu de personnages et on est dans l'action. Mais tandis que dans le roman, c'est une histoire longue, c'est une traversée, c'est toute une aventure et on a le temps. On prend son temps, il y a beaucoup de personnages et on voit évoluer les personnages, on va dire leurs contradictions, leurs problématiques. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi aujourd'hui de publier un premier recueil de nouvelles, parce que j'étais dans cette urgence aussi de dire, de raconter. Oui, et puis surtout, Port-au-Prince, c'est l'actualité. Tout à fait. Et dans ces nouvelles Port-au-Prince de souffle et de sang, on voit que l'auteur est de Berladère, mais on voit qu'il connaît bien la ville martyre, la ville souffrante. Et Soukano Gabriel, et Port-au-Prince de souffle et de sang, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une nécessité de mettre Port-au-Prince, cette ville qui a une histoire, qui a une sociologie, qui a de la poésie, qui a du folklore, qui a des personnages complètement énigmatiques. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, des nouvelles, c'est très bref. Comment tu as pu agencer tout ça ?
Alors, en vivant en France, je reçois toujours les nouvelles qui viennent d'Haïti, et depuis quelques années, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Donc, c'est pour te dire que ce qui m'a vraiment inspiré ce recueil de nouvelles, c'est la réalité en Haïti. Alors, pas que la réalité de ces 10 dernières années, hein. C'est bien avant, parce que j'ai vécu aussi à Port-au-Prince. Alors, pour revenir un petit peu, moi j'ai grandi à Béladère, comme tu l'as si bien dit. À Béladère, on est à 1 heure, 2 heures de Port-au-Prince. J'ai fait mes études primaires et mes études secondaires dans cette ville moyenne. Et Port-au-Prince a toujours été une sorte d'Eldorado. Donc Eldorado pour nous qui vivions dans l'arrière-pays, qui n'avions pas accès par exemple à la littérature, qui n'avions pas accès à certaines choses. Et Port-au-Prince était pour moi cet Eldorado. Port-au-Prince était pour moi ce lieu magique, mythique où je devais être. Et bien sûr, je suis allé à Port-au-Prince après mes études secondaires, parce que pour les jeunes comme moi qui voulaient faire des études supérieures, mais il fallait descendre à Port-au-Prince pour aller s'inscrire à l'université d'État d'Haïti ou dans une université privée et faire des études. Donc, à cette époque, dans ma vingtaine, Port-au-Prince a été cet Eldorado. Et du coup, lorsque je suis descendu à Port-au-Prince, bien sûr, j'ai fait mes expériences, j'ai travaillé et j'ai pu découvrir cette ville. J'ai pu découvrir que derrière tant de promesses, tant de lustres, tant de lumière, mais il y avait aussi pas mal de noirceur, pas mal de problématiques, pas mal de problématiques. Et du coup, plusieurs années plus tard, j'ai décidé d'écrire sur Port-au-Prince, parce que c'est une ville qui m'habite, c'est une ville qui te marque. Quand tu as vécu à Port-au-Prince, il y a les marques de Port-au-Prince qui restent dans ta peau. Donc c'est pour ça que même plusieurs années plus tard, j'ai encore cette ville sous ma peau. Ouais. Alors, Port-au-Prince de souffle et de sang, dans ce livre, tu parles d'un photographe assassiné. Mm-hmm. Bon, assassiner quelqu'un à Port-au-Prince, c'est la chose la plus courante par les temps qui courent. Mais du point de vue fiction, tu as fait un travail de fiction de grande volée où tu permets au lecteur de non seulement de faire connaissance avec des personnages complètement énigmatiques, mais c'est surtout cette ville en effervescence. Tu as fait un portrait de Port-au-Prince. On voit bien que c'est quelqu'un qui connaît la ville. Ce n'est pas seulement de la fiction, c'est une expérience vécue, transformée en fiction. Oui, tout à fait. Effectivement. Donc, j'ai marché dans les rues de Port-au-Prince pour aller à l'université. J'ai marché dans les rues de Port-au-Prince pour aller à des soirées culturelles, par exemple. Donc, utiliser ces personnages, c'est comme un prétexte pour parler de Port-au-Prince. Parce que Port-au-Prince, en elle-même, c'est aussi un personnage de ce recueil. Donc, un personnage qui est présent, qui est incarné. Donc, c'est une invitation aussi à regarder Port-au-Prince autrement. Oui, c'est ça. Alors, Soukano, à la page 48, tu fais une description verticale de Port-au-Prince et avec une plume sublime et élégante. À Port-au-Prince, la mort est un plat bon marché qui s'offre à votre table sans que vous l'ayez commandé. Un habitant de Port-au-Prince a tellement vu et vécu durant son existence qu'il est étranger à toute forme d'horreur. L'horreur n'est pas ce qui va lui couper l'appétit ou l'empêcher de dormir. L'horreur est un fait, une histoire racontée aux enfants en bas âge pour leur faire avaler leur bouillie ou pour les forcer à dormir le soir. L'horreur est une piqûre d'adrénaline qui nous tient en vie. Devant un cadavre, on fera montre de pitié. On secoua la tête en signe de désapprobation et de dégoût, mais au plus profond de notre être, on applaudit, on se nourrit du malheur de l'autre et on redemande du moment qu'il ne frappe pas à notre porte. C'est une description de ce qu'est devenue la ville, parce qu'autrefois, la ville, c'était la ville la plus chaleureuse, où tout le monde s'occupe des affaires de tout le monde parle avec tout le monde, où il y avait une vraie fraternité, surtout dans Port-au-Prince populaire. Comment tu appréhendes ce changement, on dirait, négatif?
C'est dommage. Hein, c'est une description assez violente, mais qui est aussi réelle de ce que vivent de nombreux Haïtiens actuellement en Haïti. C'est pour te dire aussi, il y a toute une génération qui a vécu avec des cadavres. Il y a les jeunes. Moi, je me rappelle que j'allais à l'université. Par moment, je tombais sur des cadavres on va dire, à un coin de rue, par exemple. Donc, mon idée, c'était vraiment de questionner quand on a vécu son enfance ou bien sa jeunesse avec des corps calcinés, avec des cadavres au coin de rue, comment on grandit, qu'est-ce qu'on devient. Donc, c'est pour cette raison que j'ai questionné vraiment. Alors, j'ai fait cette description pour montrer de manière très crue, très, très violente, les rues de Port-au-Prince, mais c'est aussi une manière de se questionner. Donc, quand on a vécu, quand on a vu des cadavres en allant à l'école le matin, en rentrant du travail le soir, comment on vit avec ça et puis qu'est-ce qu'on devient. Donc, c'est une manière de se poser ce genre de questions. Et là, tu n'allais pas de mémoire, car la description que tu fais de Port-au-Prince, et ça va prendre le lecteur au vent, parce que là, tu dis les choses de manière C'était très violente, oui. J'en suis conscient. Voilà. La rigidité cadavérique n'avait pas encore atteint le corps de la jeune femme. Les plus jeunes regardaient avec extase ses courbes, son sexe à moitié recouvert par le drap de soie. Les plus vieux avaient trouvé une peinture sur toile. Ils ne voyaient rien de sexuellement agaçant, mais plutôt une muse. Le corps affichait une nonchalance esthétique. Les policiers arrivèrent 1 heure plus tard. Les rayons du soleil étaient plus hauts et plus vifs. Le même constat, quelqu'un avait oublié son œuvre drapée dans une couverture tachetée de sueur et de sperme, témoin d'une nuit follement mouvementée. Là, on ne peut pas plus être clair. C'est-à-dire que cette ville se balance entre les choses, la tuerie, l'amour, la sexualité. Et ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que tu arrives et dans des nouvelles à bien ficeler, à bien raconter cette part nouvelle de cette ville que dans les années 60, c'était la ville la plus cosmopolite au monde. Et là, tu parles que la ville est devenue complètement égoïste à ses propres malheurs. Oui, tout à fait. C'est une ville aussi qui a plusieurs visages. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une très belle. Port-au-Prince, c'est une très belle ville. Port-au-Prince a été aussi une très belle ville, mais c'est une ville qui a plusieurs visages. Donc, d'un côté, il y a. Alors, j'ai essayé aussi de le décrire dans le livre. Il y a la richesse qui côtoie la pauvreté. Il y a, on retrouve des cadavres dans les rues. Et ce que j'ai voulu montrer en faisant cette description, c'est que parfois il y a un certain voyeurisme à regarder les cadavres. On se demande qu'est-ce qui se passe ou bien à quoi on pense. Mais c'est des scènes que j'ai vécues, que j'ai regardées un peu de loin à Port-au-Prince. Donc on se questionne, on se demande mais qu'est-ce qui se passe avant que la police arrive, avant que les pompiers arrivent. Donc vraiment j'ai voulu montrer ça pour faire réfléchir, pour questionner et aussi pour montrer que Port-au-Prince c'est une ville qui a plusieurs visages. En tout cas, mais tu y es parvenu. Et Gabriel, est-ce que le voyeurisme des Haïtiens, surtout des habitants de Port-au-Prince, est-ce que ça ne devient pas lancinant à cause des réseaux sociaux? Tout le monde a droit à un téléphone et tout le monde montre n'importe quoi, même des choses qui ne sont pas montrables. Oui, alors je pense aussi par rapport à ça, il y a une éducation à faire avec tout changement qui intervient dans la société, que ce soit technologique ou autre. Il y a une éducation, il y a une pédagogie qui doit accompagner l'utilisation de ces technologies. Oui, moi je vois passer beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et je me dis que ça ne devrait pas être sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des enfants qui regardent, parce qu'il y a des personnes âgées qui regardent. Donc je pense que ça nécessite vraiment une éducation et une politique aussi. Même une politique, par exemple, au niveau de l'utilisation
l'utilisation du numérique en Haïti, est-ce qu'il y a une politique? Est-ce qu'il y a des lois qui accompagnent, qui encadrent ce genre de choses? Parce qu'aujourd'hui, c'est la dérive. On publie tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est à notre détriment, malheureusement. Oui. Alors, je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, mon invité est Soukano Gabriel. Il est poète, nouvelliste et journaliste, car il a travaillé longtemps à Port-au-Prince comme journaliste, surtout comme journaliste culturel. Oui, Soukano, quand on est journaliste culturel à Port-au-Prince, et le travail consiste en quoi? À faire des reportages ou bien de parcourir les activités culturelles de la ville afin de partager les lecteurs comme le faisait autrefois avec beaucoup de finesse et beaucoup de gourmandise un poète comme Moussane Camille. Je dirais les deux, pour ce que être journaliste culturel à Port-au-Prince, c'est aller à la rencontre des autres. C'est aller à la rencontre des autres, c'est participer à des événements culturels pour montrer au lecteur, pour faire vivre au lecteur, faire vibrer le lecteur de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu. Donc je l'ai fait pendant plusieurs années. J'ai rédigé dans les colonnes du Nouvelliste. Je ne sais pas si je peux citer des médias, ici. Vous avez le droit. Et je rappelle que le Nouvelliste reste et demeure l'un des quotidiens les plus anciens en Haïti. Et c'est un quotidien qui continue encore à être en Haïti et occupe une place très importante dans les actualités haïtiennes, le Nouvelliste. Il n'y a pas de problème. Oui. J'ai publié. Alors, notre invité travaillait au journal Le Nouvelliste, le quotidien d'Haïti. Alors, j'ai collaboré avec le Nouvelliste par le passé, oui. Et puis j'ai travaillé avec Haïbo Post aujourd'hui, qui est un média en ligne. Oui. J'ai publié mes textes dans les colonnes de Loup Haïti, qui n'existe plus malheureusement. Oui. Et puis aussi, j'avais un blog, donc ça me permettait vraiment d'aller à la rencontre des gens, des artistes, des écrivains. Je me rappelle que j'avais fait un reportage sur le village de Noailles, qui malheureusement, je ne sais plus si le village existe, avec la prolifération des gangs. Avec tout ce qui se passe aussi, c'était à la Croix des Bouquets, si je m'abuse. Donc j'ai fait des reportages, j'ai rencontré plein de gens et c'était vraiment enrichissant pour moi de rencontrer des artistes, parce que aussi, même si c'est une ville sombre, même si c'est une ville où il règne beaucoup de choses, mais il y a aussi une créativité qui est foisonnante. Il y a la créativité des artistes, que ce soit les chanteurs, les écrivains, les poètes, les artistes qui battent le fer, là, qui font des œuvres exceptionnelles avec le fer découpé au village de Noailles. Donc c'est vraiment une ville, un pays qui regorge d'artistes. Et du coup, en travaillant en tant que journaliste culturel, ça m'a permis d'aller à la rencontre de plein de gens. Et j'allais oublier aussi de parler de Raj Magazine aussi, qui était un journal un journal sur le tourisme et sur la culture, qui faisait des reportages à travers le pays. Et avec Raj Magazine, j'ai pu voyager un petit peu partout en Haïti pour rencontrer des artistes, rencontrer des philosophes, des rêveurs qui rêvaient de notre Haïti, qui voyaient Haïti autrement. Alors, dis-moi, Soukano, est-ce que tu peux me parler, donnez-moi quelques exemples, des jeunes poètes haïtiens qui sont très doués et promoteurs qu'on devrait faire connaître en France, par exemple? Alors, je peux noter... j'ai de jeunes poètes haïtiens je sais qu'il y a des jeunes actuellement qui écrivent en créole, qui écrivent de la poésie en créole. Alors en tête aujourd'hui, j'ai pas des jeunes poètes, mais j'ai des poètes en tête, par exemple comme le poète André Foy, je sais que tu dois connaître, bien sûr. Mais de jeunes poètes qui émergent actuellement, j'ai pas de nom tout de suite à te donner, mais je pourrais revenir avec des noms, avec des parcours. Ok. Et est-ce qu'il est plus facile, quand on est haïtien et par les temps qui courent, de privilégier des nouvelles que de romans? Non, pas vraiment. Moi, j'ai envie de dire que quelle que soit la forme qu'on a choisie pour écrire, que ce soit la poésie, la nouvelle ou le roman, ça va dépendre de ce qu'on a à dire et de l'urgence aussi qu'on a. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, la poésie offre... j'écris de la poésie quand je suis vraiment dans l'urgence et que j'ai envie de dire quelque chose et que je n'ai pas d'autre manière de le dire. Mais quel que soit le format qu'on a choisi, moi je dirais pas que ce soit plus facile ou pas facile, mais
l'urgence qu'on a et ce qu'on a à dire et le message qu'on a à faire passer. Parce que chaque format, chaque médium offre une certaine liberté. D'accord. Et Port-au-Prince, de souffle et de sang. Et à la page 31, on parle de Marilyn et Béo, c'est-à-dire une femme et un homme. Bien sûr. Et car dans ce livre, tu parles beaucoup de la sexualité de la nouvelle génération. Et c'est en ce sens que ton livre est très intéressant, car on fait une plongée dans la vie sexuelle de la jeunesse haïtienne. Et c'est la même chose qu'a fait Néhémie Dahomey dans son dernier roman. Et on va en parler tout à l'heure. Et tu écris, elle le contemplait allongé nu sur le lit, ses muscles détendus, le visage aux traits presque joyeux, dénué de rides et de soucis. Ses dreads éparpillés sur l'oreiller lui donnaient une allure plus sensuelle. Un drap en coton d'un rouge sang recouvrait le matelas étendu par terre. Une assiette en aluminium à côté du lit était remplie de mégots et de restes d'une cigarette artisanale enroulée dans un papier brun. Des canettes de bière étaient éparpillées un peu partout dans la chambre. Béo dormait profondément. Marilyn le dévorait du regard. Elle aimait son corps, ses poils très soigneux, ses cheveux en bataille. Elle parcourait son anatomie avec l'excitation et la curiosité d'une première fois à la découverte d'un homme sans barrière aucune. Elle regarda son sexe qui pendait mollement. Et tout est dit. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on le lit comme un reportage dans un journal. Et c'est en ce sens que quand on a exercé le métier de journaliste et on commence à écrire des romans ou des nouvelles, on voit tout de suite, on a affaire, parce que là, tu privilégies vraiment ce qu'on peut appeler un reportage chose vue. Et mon vieux, quand il s'agit des nouvelles, les lecteurs est baigné dans une magnificence terrible de ce qui peut faire toucher d'une manière palpable le sujet traité. Et pour cela, bravo, c'est bien réussi. Merci. Alors, Soukano, quand on a vécu en Haïti, sa jeunesse, c'est-à-dire qu'on a fait son baccalauréat, on a embrassé une fille pour la première fois au Champ de Mars, et maintenant on est obligé de laisser son pays pour venir à Paris. Comment tu arrives à concilier ces deux mondes, le monde haïtien et le monde français? C'est une très belle question. C'est une très belle question qui demande réflexion. Et quitter Haïti pour venir étudier en France n'a pas été facile, mais j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de venir en France et de venir faire des études supérieures, parce que je me disais toujours que la France et Haïti, on a une histoire en commun. Elle est ce qu'elle est, mais on a une histoire en commun. Et je me suis dit que pour comprendre certains passages de l'histoire d'Haïti, venir en France allait me permettre de découvrir certaines choses, certains pans de l'histoire, etc. Du coup, j'étais très enthousiaste à l'idée de venir étudier en France. Et quand je suis arrivé en France, j'étais très nostalgique aussi de mon pays. Donc, quand on vit ailleurs, alors oui, je vis toujours en France et j'ai une très belle expérience. Je fais une très belle expérience ici, professionnelle, autant professionnelle qu'humaine. Donc, mais Haïti est encore sous ma peau. Donc, dans mon imaginaire, dans les récits que j'écris, dans la poésie, dans le roman. Donc, c'est pour te dire que c'est un pays qui t'habite et qui ne part jamais. D'ailleurs, je ne le sais pas non plus, mais qui ne part jamais et qui est dans mes rêves, qui est encore dans mes rêves. Donc, Haïti m'a préparé à vivre n'importe où. Ça, je peux le dire. Haïti m'a préparé à vivre n'importe où. Et aujourd'hui, je travaille en France, mais j'ai encore des rêves pour Haïti. J'ai encore des rêves pour mon pays, de voir que mon pays se réveille, que mon pays se développe et que les jeunes ont accès à la culture, que les jeunes ont accès à l'éducation. Donc voilà, donc c'est ça. C'est ça. Et Gabriel, est-ce que tu peux dire à la jeunesse haïtienne qui nous écoute ici, car
les émissions littéraires que nous faisons et sur cette chaîne communautaire H-Live, c'est surtout, on s'adresse à la jeunesse haïtienne qui est née ici. On s'adresse à tout le monde, mais nous nous intéressons, la direction de la chaîne s'intéresse à donner des munitions aux jeunes haïtiens qui sont nés à la Guadeloupe, en Guyane, en France et partout. Que Haïti, ce n'est pas seulement Port-au-Prince avec les gangs, des histoires politiques qui n'en finissent pas, mais c'est surtout un pays qui a une histoire. Et Port-au-Prince, elle-même, en tant que capitale d'Haïti, a une histoire. Bien sûr. Et cette histoire-là, tu l'as racontée majestueusement dans ces nouvelles. Et je pense que quand on écrit un roman, on peut parfois dissiper des frioritures. Mais quand il s'agit des nouvelles, on est obligé de scotcher sur le sujet. Il faut aller droit au but. Il faut aller droit au but. Et c'est pourquoi Port-au-Prince de Souffle et des Sangs est bien réussi. Est-ce que tu peux nous lire un extrait? Tu choisis n'importe quel extrait de Port-au-Prince de Souffle et de Sang, et afin que celles et ceux qui nous regardent puissent vraiment pénétrer ce que vous avez dit dans ton ouvrage. Avec plaisir. Le corps reposait sous l'imposante statue du marron inconnu. Un drap de soie recouvrait partiellement ses cuisses, laissant apparaître le triangle de son sexe. Ses seins à l'air libre étaient laissés à l'appréciation des passants. Ses cheveux étaient soigneusement rangés en un chignon, les yeux fermés comme si on l'avait jeté dans un sommeil profond. Il n'y avait pas de sang qui dégoulinait, pas d'impact de balle. Seulement une immobilité parfaite, presque mise en scène. Il était 6 heures du matin, les premiers rayons jaunâtres du soleil commençaient à poindre. Les vendeurs du Champ de Mars ouvraient leur échoppe, les effluves de café sortaient des restaurants de fortune. Dans leurs uniformes bleus, les travailleurs du wharf de Port-au-Prince s'arrêtaient pour boire une tasse de café et avaler un œuf dur. Les joggeurs du matin contournent la place comme à leur habitude, essoufflés, indifférents. Puis l'un d'eux s'arrêta, puis un deuxième. Un cri fendit le calme apparent de la place. Les pas se figèrent, les voix montèrent, d'abord timides, puis confuses, inquiètes. Lentement, un cercle se forma. Les yeux fixaient ce corps lisse et sans vie. Trop calme, trop propre pour avoir été laissé là par hasard. À côté du corps, un monticule de feuilles mortes balayées par la brise du matin. L'automne jetait encore les feuilles des arbres. Dans la douceur du petit matin, avec les rayons du soleil qui balayaient son visage, Charlotte n'était plus un corps, moins un cadavre. C'était une lueur, une offrande offerte aux dieux. Ah, parfait. Et toujours dans la droite ligne de ce que tu viens de lire, et à la page 11, c'est de la poésie. Nous portons chacun en nous une blessure que nous essayons de dissimuler toute notre vie. Elle est peut-être apparue pendant notre enfance ou nos premières années d'adulte. Des portes qui se sont refermées sur notre passage, un père ou une mère disparus de notre vie trop tôt, des habits de ceux et celles qui étaient censés nous protéger du monde, le départ ou la mort d'un être à qui nous tenions. Cette blessure devient le feu de notre vie. Elle nous consume de l'intérieur. Elle alimentera notre soif de vivre ou causera notre perte. Nous sommes des particules en perpétuelle combustion et dans notre chute, nous entraînons d'autres êtres avec nous. Certains d'entre nous ont été au mauvais endroit, au mauvais moment, tandis que d'autres prennent le mal en eux. Ceux-là ont été marqués au fer rouge dès l'enfance. Leur âme appartient au couloir de l'enfer. Nous sommes à Port-au-Prince, cloîtrés au beau mulet des Caraïbes, ballottés par les vents et les rumeurs venues d'ailleurs. Port-au-Prince est une ville du vice où tout ou presque est permis. Dans cette ville de sang et de soufre, certains deviennent fâcheusement riches au détriment de ceux qui ne peuvent même se permettre de rêver du pain quotidien.
Dans les couloirs de ce pays mangeur de chair et de rêves, 5 êtres tentent d'échapper à leur quotidien et essaient vainement de s'inventer des ailleurs qui n'existent pas. Riches ou pauvres, noirs ou blancs, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est la braise qui brûle sous leurs pieds. Port-au-Prince. Il y a ceux qui vont survivre, il y a ceux qui, dès leur naissance, sont pris dans les griffes d'un brasier si ardent qu'ils seront incapables de s'en sortir. Vous pouvez courir d'un bout à l'autre de l'univers, vous n'échapperez pas au néant, lu quelque part sur une tombe. Voilà les 5 personnages dont parle Sukano. Eh bien, c'est là, dans ce livre. Si vous voulez connaître toute l'histoire, ce que sont devenus les 5 personnages de ces nouvelles, eh bien, n'hésitez pas à aller sur Amazon pour vous procurer ce livre, qui est un très bon livre pour découvrir Port-au-Prince, ce que la ville est devenue. Alors, dans la deuxième partie de notre émission Haïti littéraire à l'antenne, car notre invité n'est pas seulement un nouvelliste, il est aussi poète, car comme beaucoup d'écrivains haïtiens qui ont commencé par la poésie, Sukano n'a pas échappé à cette histoire d'écrivain poète haïtien. Il a commencé par la poésie et son premier recueil de poésie s'intitule de l'ombre à l'antre, de l'antre à l'ombre. L'antre de l'ombre, oui. Oui, publié en 2015, c'était très jeune, car notre invité est très jeune. Il est né seulement en 1988 en Haïti, c'est-à-dire qu'il est dans l'histoire de la littérature haïtienne des jeunes écrivains, des jeunes poètes haïtiens qui s'adonnent très tôt à la poésie. Alors, Sukano, est-ce qu'il est facile, quand on est jeune poète haïtien, de publier son premier recueil de poésie par les temps qui courent en Haïti? Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que aujourd'hui, alors on sait que trouver un éditeur, c'est pas facile, et aussi trouver des relecteurs. Donc il y a toute une machine, la machine de l'édition. Donc je dirais que c'est facile d'écrire. Alors il y a aussi des lieux qui accompagnent les jeunes, par exemple pour participer à des ateliers littéraires. Moi je me rappelle qu'en Haïti j'avais participé à des ateliers littéraires avec Lionel Trouillot, avec Evelyne Trouillot. Donc il y a un accompagnement où on va par exemple échanger, discuter, écouter des témoignages d'autres écrivains qui sont plus grands, ou bien plus grands, je veux dire plus âgés ou bien plus expérimentés que nous, et qui partagent avec nous leurs expériences. Donc d'une certaine manière, la première partie, alors si je peux donner un conseil aujourd'hui aux jeunes, c'est non seulement de lire beaucoup et de continuer à lire, mais aussi de participer aux ateliers de lecture, d'écriture avec d'autres écrivains, et de continuer à apprendre. Ensuite, par rapport à l'édition, donc soit on trouve un éditeur qui comprend son travail, ou bien on publie à compte d'auteur. Moi, mon premier recueil, c'était à compte d'auteur, et j'avais fait ma première aussi séance de dédicace à l'université de Port-au-Prince. Ok. Et quand tu étais à l'université, tu étudiais quoi? J'ai fait une licence en communication publique à l'université de Port-au-Prince. D'accord, c'est l'université d'État. Faculté... Non, c'était privée. C'était du privé. Ouais. On appelle ça du semi-privé. Ouais. D'accord, ok. Et dans ce recueil de poésie, l'ombre et l'antre, et tu as fait un coup d'œil à un grand éditeur haïtien qui vit à Montréal, au Canada, Rodney Saint-Éloi. Tu dis, imaginaire du poète Rodney Saint-Éloi m'emporte hors de mes contrées. C'est un magicien des mots, Dieu lui aurait donné ce pouvoir. Je voyage entre ici et ailleurs, entre lui, son encre et son histoire. Il les caresse, les amène à se décharger. Il se fait voyageur, photographe d'une époque, témoin de la peine du monde. Je suis pris entre les rouages de ces virgules, et ces ponctuations m'entraînent sur la pente vertigineuse de l'envie d'aimer le monde malgré ses rictus.
son faux visage et son hypocrisie native, le poète a toujours raison. Je pars, ce n'est pas une fuite, juste un départ. Un homme de plus qu'ici n'aurait pas épargné. Je cherche la trace des oiseaux, un chemin qu'ils m'auraient laissé. Le beurre a fondu au soleil. L'eau ne coule plus sous les rochers. L'espoir, je l'ai admiré 10 ans plus tôt à un vernissage de Franck Étienne, nu, compliqué, hors d'atteinte. On ne sent plus l'odeur du café. Les grands-mères ont laissé le bon vieux temps dans la rubrique Petite annonce d'un magazine mondain. Qu'est-ce qui se cache derrière ce poème? Ah, qu'est-ce que je peux dire? Ce n'est pas un poème innocent, ça. Non, c'est pas innocent, mais j'étais jeune, on va dire, je goûtais la vie à pleines dents, je dévorais la vie, je vivais à Port-au-Prince, et je me rappelle que j'avais écrit ce texte à la suite d'un atelier littéraire avec Lionel Trouillot, et vraiment j'étais curieux, j'avais soif de vivre, soif d'expérience, soif de rencontre. Donc je pense aussi que la poésie vient de là, de cette urgence de vivre, de cette envie, de cette soif de rencontre, de découvrir le monde, et je lisais beaucoup de Saint-Éloi. Alors je pourrais pas te sortir un vers là maintenant, mais j'étais dans cette soif vraiment de comprendre, et c'est là aussi où je comprends aussi les jeunes aujourd'hui qui ont entre 15 et 30 ans en Haïti, qui ont soif d'expérience, soif de culture, soif de vivre, soif de sortie, et qui malheureusement ne peuvent pas, on va dire, assoiffer ce désir. Mais ce texte fait remonter à la surface beaucoup de souvenirs. Merci. Oui, alors, Sokano, et la poésie, chez toi, c'est quelque chose que tu as toujours cultivé. Et maintenant que tu es en France, est-ce que tu continues à lire des poètes français ou des poètes haïtiens? Par exemple, Rodney Saint-Éloi, que tu as rendu hommage dans un poème, c'est notre compatriote Rodney Saint-Éloi. C'est un grand éditeur qui vit à Montréal et qui est à la tête d'une grande maison d'édition qui s'appelle Mémoire d'Encrier. Et bientôt, il sera à Paris pour ses activités en tant qu'écrivain, parce que Rodney Saint-Éloi, non seulement c'est un écrivain, c'est aussi un grand poète. Et compte tenu que tu es en France maintenant, est-ce que tu participes à des activités poétiques ici? Parce que tu habites en province, à Orléans. Est-ce que tu as des contacts avec le milieu et littéraire, poétique orléanais? Pas vraiment. Je lis beaucoup de romans aujourd'hui. Alors je lis beaucoup plus de romans que de poésie, et je continue à participer à des ateliers et à rencontrer des écrivains. Donc oui, j'essaie quand même de garder un pied dans le milieu littéraire, et j'ai aussi de très bons contacts avec on va dire le milieu littéraire haïtien. Donc par exemple, il y a mon éditeur Duel Hermesson, petit frère, que tu connais. Oui, bien sûr. Donc, c'est un ami, et Dieu merci si tu nous écoutes, et tu as soutenu une très bonne thèse de littérature haïtienne à l'université de Créteil. Félicitations encore. Mes félicitations également. Donc je continue à lire, je continue à participer à des événements pour garder un pied dans cet univers-là. Et puis la poésie, je continue alors je ne lis pas beaucoup de poésie, on va dire française, ou même de poètes français, mais je continue à en écrire, et aussi à lire de poètes haïtiens comme André Foy, dont j'ai cité tout à l'heure. Ok. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, nous sommes sur la chaîne communautaire et HLAV, et à l'émission Haïti littéraire à l'antenne, et nous recevons aujourd'hui l'écrivain Sokano Gabriel, qui est poète et qui est nouvelliste. Et ici, dans cette émission, nous analysons les poèmes des auteurs que nous recevons. Et cher Sokano, tu as d'abord publié un recueil de poésie au titre magnifiquement évocateur, L'Antre de l'Ombre, une œuvre parue en Haïti, à Port-au-Prince, qui nous invite à descendre dans les profondeurs mystérieuses de la condition humaine. L'auteur, qui est aussi l'un de nos confrères journalistes, jongle avec les mots, comme d'autres avec les lumières, pour élever ce qui se cache dans la pénombre, pour donner voix
à ce qui murmure dans le silence. Alors, dans ces poèmes, et moi je possède à des analyses poétiques de l'œuvre de Socano Gabriel, construction poétique et architecture textuelle, vers libre et rythme fragmenté. L'auteur privilégie le vers libre, s'affranchissant des contraintes métriques classiques. Cette liberté formelle reflète le carreau existentiel qu'il explore. Les poèmes adoptent une structure éclatée, faite de ruptures syntaxiques et d'énumérations qui créent un rythme haletant, presque suffocant. Par exemple, des milliers de flèches, des milliers d'aiguilles, elles me transpercent. Et pour continuer, cette accumulation obsessionnelle, milliers répétés, traduit l'intensité de la douleur et la multiplicité des identités. L'auteur ne cache pas parfois son embarras dans la description de ce qui constitue son moi poétique. La blessure et la perforation, flèche, aiguille, transpercent l'écoulement vital, laissant couler hors de moi la vie, la dissolution, bulle, noyade, fondre. Ces images créent une poétique du corps meurtri, où l'identité se vide, se fragmente, s'échappe. Jeu d'opposition dialectique, l'auteur structure sa pensée par antithèse. Par exemple, errance, enracinement, éternité, instant présent, vérité, mensonge, vie et mort. Cette tension permanente structure l'univers poétique et révèle un esprit en quête d'équilibre et impossible. Le mot poétique, portrait d'un sujet fragmenté. Voilà. Et nous pourrons continuer longtemps à analyser les poèmes de notre invité. Et Socano, quand on écrit des poésies, on écrit des poèmes, et on est haïtien, on habite à Port-au-Prince, on a vécu en province. Est-ce que tout cela ne constitue pas un univers poétique qu'on rencontre? C'est pour cela qu'on dit que la plupart des poètes haïtiens sont originaux. C'est parce que peut-être tout simplement ils ont plus vécu que les autres, tout simplement. Oui, j'ai envie de dire que oui, j'ai envie de te rejoindre dans cette réflexion, dans le sens que on a vécu. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire, par exemple, pour écrire de la poésie, il faut avoir vécu, parce que ça vient de l'urgence, ça vient d'une envie de dire, de raconter. Donc, mais bien sûr que moi, j'ai été inspiré par mes expériences, mes expériences que j'ai fait à Bélader, dans ma ville natale, et les expériences aussi que j'ai faites à Port-au-Prince, qui était ma ville d'accueil. Donc, oui, j'ai été vraiment inspiré par ces expériences-là, par ces rencontres, par tout ce que j'ai pu vivre, et par aussi la soif dont je parlais tout à l'heure, la soif de comprendre, de vivre, de rencontres et de faire des expériences. Donc ça me fait vraiment plaisir de t'entendre lire ces vers-là qui me rappellent, on va dire, ma jeunesse à Port-au-Prince. Ouais. Et il faut dire aussi, le poète n'est pas étranger à ce qui se passe dans sa société. Bien sûr. Et quand on analyse tes métaphores, on voit bien que le poète fait corps avec son milieu. Et par exemple, Gabriel dresse un tableau apocalyptique d'Haïti. Le beurre a fondu au soleil. L'eau ne coule plus sous les ponts, sous les rochers. On ne sent plus l'odeur du café. Là, on est dans la nostalgie. Oui. Ces images de dessèchement, de tarissement symbolisent la mort d'une civilisation. Par exemple, la fin d'un art de vivre. On le sent. L'espoir lui-même est devenu objet de musée. Un vernissage de Franck Étienne, nu, compliqué, hors d'atteinte. Ça, c'est du vécu. Quand le poète peut mettre son vécu en métaphore, en général, ça roule bien, ça tourne bien dans le langage poétique. La référence aux grands-mères qui ont laissé le bon vieux temps dans la rubrique Petite Annonce. La comparaison, le fameux comparatif
du poète qui étrangle sa langue quand il écrit est poignante. Le passé glorieux d'Haïti est relégué au statut de souvenir avant de marchandises perdues. Ça, la perplexité chez les poètes haïtiens devant l'histoire grandiose de leur pays, et c'est quelque chose qui est commune à tous les écrivains haïtiens. Et le poète que tu es a donné une dimension de cette affaire-là d'une manière très intense. Quand tu parles de l'histoire d'Haïti et que tu mets en métaphore, on voit bien que on a affaire à quelqu'un qui est nostalgique d'une époque révolue. Oui, bien sûr, d'une époque. Et en te lisant, on voit que l'Ève est traversée par un pessimisme radical. Et a raison, parce que je me rappelle quand j'écrivais ces lignes, c'est, on va dire, à l'époque où beaucoup de jeunes quittaient Haïti pour le Brésil, beaucoup de jeunes quittaient Haïti pour le Chili, et à un certain moment, on sentait qu'il y avait un désir d'ailleurs qui commençait à naître chez les jeunes, et ça me rendait mélancolique de voir que la force vive du pays, que les jeunes qui représentaient l'espoir et voulaient quitter le pays pour aller se construire ailleurs, ce que je conçois et que je peux comprendre. Mais j'étais vraiment nostalgique de ça. Et ce que j'aimerais ajouter également, c'est que quand on écrit, que ce soit de la poésie ou des nouvelles ou un roman, on a un vrai observateur de la société dans laquelle nous vivons. Donc on regarde, on scrute, on note, on prend des notes, et c'est ce qui transparaît aussi, par exemple, quand je fais une description. Donc c'est vraiment des choses que j'ai vues et que j'ai rédigées ou qui sont restées dans un coin de ma tête, en me disant un jour je ferai appel à ce souvenir-là pour le partager avec les autres, en espérant que ça va faire germer quelque chose. Donc j'étais assez pessimiste par rapport au lendemain, mais il y a quand même de l'espoir. Donc, être pessimiste, alors, j'étais pessimiste, mais j'ai quand même de l'espoir qu'un jour, notre pays, qui a une très grande histoire, se relèvera de ses cendres. J'ai espoir. La poésie est là, justement, pour nourrir l'espoir et pour faire en sorte que les hommes puissent s'acharner dans leur envie de vivre. Et de ce point de vue, tu es l'exemple même de ces poètes optimistes qui pensent que la vie elle-même a beaucoup de ritournelles, et pourquoi pas des ritournelles positives pour le bien-être de celles et ceux qui vivent sur cette terre. Alors, tout n'est pas perdu pour Haïti. Non. Eh bien, il faut continuer à écrire de la poésie. Je vais continuer à écrire, oui. D'accord. Alors, pour continuer à analyser tes textes poétiques, et la crise existentielle, le nihilisme, l'œuvre est traversée par un pessimisme radical. Demain n'est qu'un mensonge. Hier, une guerre qui n'a pas commencé. C'est des figures métaphoriques. Aujourd'hui, le néant, le gris et l'orage de l'existence. Le temps est vidé d'essence. Passé, présent, futur sont également frappés d'inanité. Cette vision nihiliste culmine dans la poésie en l'âme, la poésie n'est qu'un leurre. Le poète déconstruit son propre outil, la poésie elle-même devient mensonge, incapable de sauver ou de transformer. Mais attention, la chute est ce que je pourrais appeler un hymne à la renaissance de l'homme, et le poète dénonce l'artifice généralisé. Et ce qui domine dans tes textes poétiques, c'est cette ville, Port-au-Prince, où le sourire n'est pas estampé Made in China. Et celui qui lit ce recueil de poésie, c'est comme souvent chez les poètes haïtiens, c'est cette capacité à avoir un point de vue sur ce qui se passe dans le monde. Il faut dire, en Haïti, et le système éducatif fait en sorte que l'Haïtien qui a été à l'école en Haïti
contrairement à ce qui se passe dans les autres pays, a un point de vue sur ce qui se passe dans le monde. Oui, bien sûr. Et là, tu l'as démontré dans ce recueil de poésie d'une manière très positive. Oui, alors c'était un point de vue, Oui. Comme je disais aussi tout à l'heure, quand on est jeune, on vit en Haïti, on a cette soif de vivre. Du coup, moi, dans ma poésie, je voulais vraiment, même si j'étais traversé par un certain pessimisme à l'époque, où je me disais qu'il n'y avait pas d'espoir, mais c'était quand même un cri d'espoir que j'envoyais aux jeunes, leur dire que même si tout va mal aujourd'hui, mais on a espoir quand même que demain on se relèvera. Donc c'est le message aussi que j'essaie de porter aujourd'hui, même avec ce nouveau recueil de nouvelles, de leur dire que il faut quand même continuer à espérer, il faut quand même continuer à se battre. Et je suis pas le seul aussi à porter ce message. Je connais aussi beaucoup d'autres jeunes qui portent un message positif, qui portent un message d'optimisme, même quand on est traversé tous les jours par des doutes, par du pessimisme. On reçoit de très mauvaises nouvelles tous les jours, et l'actualité est compliquée, donc on veut quand même porter ce message-là. Alors, dans un poème intitulé, justement, Made in China, tu écris « À ces fous de poètes qui pensent un jour toucher l'éternité, à ces malades des mots qui se gavent d'opium, de bouts de texte, de papier froissé, d'images floues, de cigarettes à demi brûlées, de rasades de rhum, de clairin bon marché. Ces discours oiseux blancs qui durent fort tard, dans la nuit qu'on oubliera aux premières lueurs du jour. Poète qui se croit poète, poète d'image ou de texte, poète d'Haïti ou de Paris, poète de sexe, de terre ou de chair, poète suicidaire, poésie luxe à 20 € le vers, poésie luxure, fenêtre sur l'ivresse, la poésie rend l'âme, la poésie n'est qu'un leurre. Prédire ses mots selon ses plaisirs, boire sa vie jusqu'à la lie, attendant le son de la cloche. Voilà un poète qui arrive à cristalliser et son propre humour sur le devenir de ses pairs. C'est la preuve même que les Haïtiens, beaucoup d'entre eux, savent faire de la poésie en rafale. J'essaie aussi de passer en dérision aussi. Oui, c'est ça. C'est le poète, dans le sens qu'on m'a toujours dit qu'il fallait être torturé pour écrire de la poésie. Donc c'est le mythe du poète qui est torturé. Donc c'était une manière de rire par rapport à ça. Ouais, alors Sokano Gabriel est notre invité. Il est poète et nouvelliste, il est aussi journaliste, et il vient de publier son dernier livre aux éditions Legs Éditions, dont celui qui s'occupe de cette maison d'édition, c'est Dieu Merson Petit Frère et Madame Lynn Merlin. Voilà. Et si Sokano Gabriel, est-ce que par les temps qui courent, nous, les Haïtiens, malgré ce carreau qui existe dans le pays, continuons à écrire, à faire de la poésie engagée, à dénoncer? Oui. Alors la créativité est foisonnante, hein, elle est bouillonnante. En disant ça, je fais référence, par exemple, au dernier roman de Yannick Laens. Donc malgré tout ce qui se passe, nous continuons à écrire. Alors les artistes continuent à créer. Donc je pense aussi à Gaël Bien-Aimé qui continue à proposer des choses, à proposer par exemple des pièces de théâtre. Donc les poètes continuent. Alors Gaël Bien-Aimé, comme toi, s'intéresse à Port-au-Prince. Il a écrit une pièce de théâtre, Port-au-Prince, oui, qui a eu beaucoup de succès. Elle était même venue en France pour la promotion de ce théâtre. Port-au-Prince est devenu un sujet parmi les sujets qu'abordent avec beaucoup d'éloquence et beaucoup de témérité nos compatriotes écrivains.
Donc 3 et Gaël Bien-Aimé. Parce que c'est... Pour parler de la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas parler d'Haïti sans parler de Port-au-Prince, parce que Port-au-Prince, c'est le cœur battant d'Haïti. Donc Port-au-Prince aussi, c'est là où se trouve l'économie, c'est là où se trouve la culture, c'est là où se trouve la politique. Donc on ne peut pas vraiment penser le pays sans parler de Port-au-Prince. Et c'est aussi ce qui nous inspire en tant que poète, écrivain. Par exemple, il y a Jessica Généus aussi qui a sorti un film, Freda, dont l'intrigue se passe à Port-au-Prince. Donc c'est pour te dire que c'est une ville vraiment qui nous marque et qui nous inspire en même temps. Qui donne matière à écrire, matière à mettre en exergue et la vie de cette ville et de ses habitants. Alors, je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent, tout à l'heure j'ai fait allusion à la maison d'édition Leg Édition. Je rappelle que cette maison est dirigée par 2 écrivains haïtiens, Dieudonné Petit Frère et Myrline Pierre. Ce sont ces 2 personnes-là qui dirigent cette maison d'édition. Et cette maison d'édition a une collection qui s'appelle « Je découvre Haïti ». Oui. Et il y a beaucoup de publications. On a parlé de Charles dans cette collection. Vous avez trouvé Charles Mapiral, le grand écrivain haïtien Jean-Claude Charles. Bref, si vous avez des manuscrits, n'hésitez pas à l'envoyer à l'ex-édition. Il suffit de monter sur Internet, vous aurez les adresses et les numéros de téléphone qu'il faut. Et justement, le dernier livre de notre invité est publié à l'ex-édition. Et Sokano, nous allons passer à la 2e séquence de cette émission Haïti littéraire à l'antenne. Alors, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans les actualités de ces derniers mois, de ces dernières semaines, ou bien d'hier ou d'aujourd'hui? L'actualité littéraire. Hein, l'actualité littéraire, l'actualité internationale, c'est comme tu veux. Non, moi je vais rester sur l'actualité littéraire. Alors il y a le dernier livre de Néhémie Dahomey, L'ordre immuable des choses, qui vient de sortir et qui est déjà en liste pour plusieurs prix. Donc je l'ai pas encore lu, il est récent, mais je vais me le procurer et le lire. Il y a également le dernier, Annick Laens, Passagère de nuit, qui a reçu le prix. Oui, voilà. Tu peux le montrer. Et... le dernier, Annick Laens, Passagère de nuit, que je suis en train de lire. Le livre dont tu as parlé tout à l'heure, concernant notre compatriote Néhémie Dahomey, le titre de ce livre, c'est L'ordre immuable des choses, qui est publié aux éditions Seuil, et c'est un livre encore qui parle de l'école, de l'enfance et de la sexualité. Oui, c'est un livre à lire. Alors, je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent et qui lisent mes chroniques dans le National, un journal haïtien, eh bien, la semaine prochaine, vous aurez mon compte-rendu de lecture sur ce roman de notre compatriote Néhémie Dahomey. Et je rappelle aussi que je ne fais pas de critique littéraire. Je n'ai pas de talent pour ça. J'ai fait que de compte-rendu de lecture pour inciter les uns et les autres à lire ce livre. Car critiquer un livre, c'est un métier. Ce sont des gens qui ont été à l'université pour ça. Si vous voulez lire un critique littéraire de ce livre, il ne faut pas lire ma chronique dans le National. Je ne sais pas critiquer un livre. Je n'ai pas de bagage intellectuel pour ça. Mais un compte-rendu de lecture, oui. Vous aurez un compte-rendu de lecture dans le National du dernier livre de mon compatriote Néhémie Dahomey, L'ordre immuable des choses. C'est publié aux éditions Seuil. Comme l'a si bien dit tout à l'heure mon invité, c'est un livre qui est déjà nominé pour plusieurs prix. Bonne chance à notre compatriote. Bonne chance. Et la raison pour laquelle aussi que j'en parle, c'est que c'est des écrivains qui font, on va dire, qui apportent un peu de souffle aussi à l'actualité haïtienne, pour ce que en parler en bien, donc la presse internationale en parle en bien, de ce livre également. Donc ça apporte un petit peu d'optimisme dans le marasme. Alors nous passons à la deuxième séquence de ce livre. Je vais donner 2 livres de poésie à notre invité, Sokano. C'est un livre de poésie de Louis-Philippe d'Alembert et un autre de notre compatriote Mackenzie Orsel. Il va choisir ce qu'il veut pour lire
en 2 ou 3 minutes, un poème de ces 2 livres. Je rappelle, de Mackenzie Orsel, prix finaliste du prix concours, et de même pour notre compatriote Louis-Philippe d'Alembert, finaliste du prix concours. Voilà, et Gabriel Soukano, on t'écoute. Intrigue. À quoi pensent les fenêtres en détournant le regard? Vers la mer ou le dedans? L'ailleurs gémit dans les murs. Je me raconte encore ces nuits où tu fus qu'une rive à atteindre. Chairs unies sous des marées d'étreinte, feu abondant de parfum, dans le sillage de l'oiseau effacé, mémoire à vif. Mackenzie Orsel, Oui. Mur métaphore. Alors, c'était un extrait du dernier recueil de poésie de Mackenzie Orsel, intitulé Mur métamorphose. Et voilà, c'est publié au Rivage. Nous passons à la deuxième séquence du livre, de lire un poème, et il s'agit de Louis-Philippe d'Alembert, et nous écoutons Soukano Gabriel pour la deuxième lecture d'un extrait du recueil de poésie de Louis-Philippe d'Alembert. C'était un soir de Paris. Nos jeunesses vagabondes traînassaient dans les décombres des idéologies. Moi, versant rouge sang, en quête de pure justice. Des étoiles d'acier dans ton cœur, cannelées de coton et de blouse. C'était un soir de fin d'été à Paris, l'espoir en berne. Je rentrais des mirages de l'Est, quand tes blessures blousaient les chimères du Grand Ouest, hormis les champs de coton. Et la poésie s'en vint à notre rencontre, sur le même bord de la Seine. Qui de nous deux, de son sourire, illumina la nuit? Est-ce Phelps ou Aragon, Rimbaud ou Magloire Saint-Aude, des rêves d'enfants où joignirent nos regards? Louis-Philippe d'Alembert. Louis-Philippe d'Alembert. Merci. Alors, nous allons rester à Louis-Philippe d'Alembert. L'obscur soleil des corps, c'est son dernier recueil de poésie, et publié édition Bruno Doucet. Et nous allons continuer à présenter les livres que nous recevons. Et évidemment, je découvre Jean-Claude Charles, c'est l'ex-édition. Jean-Claude Charles fut mon mentor, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Et dans le domaine politique, les élections de 1987, bientôt c'est l'actualité, on parle beaucoup d'élections en Haïti, et l'ancien ambassadeur de la République d'Haïti en Italie, Maître Emmanuel Charles, a publié chez L'Harmattan les élections de 1990, où les lecteurs apprendra beaucoup de choses. Autre livre que nous avons reçu, c'est celui de l'ancien ambassadeur. Et décidément, les diplomates haïtiens écrivent beaucoup. C'est Monesti Junior Fanfil, et c'est un livre publié en co-auteur, Altide Canton Foura. Le doigt de l'énergie en Afrique. Toujours de l'actualité, et publié aux éditions L'Harmattan. Et toujours une diplomate, Madame Michaëlle Lafontaine, qui vient de publier Fantaisie. Si vous voulez découvrir la peinture de Madame Lafontaine, c'est maintenant, car dans ce livre, l'autrice, l'ancienne ministre conseillère à l'ambassade de la République d'Haïti, celle qui a fait rentrer la communauté haïtienne dans la vie diplomatique haïtienne en France, eh bien, vient de publier ce livre, Michaëlle Lafontaine, Fantaisie. Voilà. Et nous continuons de parler des livres que nous avons reçus. Toujours Frédéric Thomas, Haïti, briser le piège colonial. Il est professeur à l'université. C'est un familier des sujets haïtiens. Et Briser le piège colonial, c'est publié aux éditions Seuil. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. J'étais content de recevoir Soukano Gabriel pour son livre Port-au-Prince. De souffre et de sang. Port-au-Prince de souffre et de sang. Et son recueil de poésie publié en 1995, L'Antre de l'Ombre. En 2015. En 2015, L'Antre de l'Ombre. En 2015. Oui, en 2015, L'Antre de l'Ombre. Voilà, en 1995, et vous êtes
tu es né en 1988, Oui. tu n'avais que 7 ans. Voilà. Le livre est publié en 2015 en Haïti à compte d'auteur. Oui. Car il faut dire que il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui font place aux jeunes auteurs en Haïti. Parfois, les jeunes publient eux-mêmes leurs productions poétiques. Alors, à bientôt. Je remercie celles et ceux qui nous écoutent. Et surtout, n'oubliez pas de lire les écrivains haïtiens, car c'est pour vous qu'ils écrivent, c'est pour vous qu'ils passent des nuits à méditer sur leurs pages blanches, et les actualités livresques au sein de la communauté haïtienne, c'est-à-dire des écrivains haïtiens qui vivent dans la communauté haïtienne, Néhémie Daromé, Louis-Philippe d'Alembert, Mackenzie Orsel, Soukano et Gabriel, Jameson Petit Frère, bref, n'hésitez pas à les lire, car ça va leur faire plaisir de savoir que leurs compatriotes s'intéressent aux choses qu'ils écrivent, aux livres qu'ils écrivent. Merci, à bientôt. Haïti littéraire à l'antenne sera de retour bientôt pour un autre morceau de littérature haïtienne et nous aurons d'autres invités. Merci, à la prochaine, bye bye.